Après la base américaine navale et aérienne de Diego Garcia dans l'océan Indien, l'Amérique a loué à la France le camp Lemonnier à Djibouti, à partir duquel ont décollé les C-130 qui, en janvier 2007, ont bombardé les populations civiles somaliennes au nom de la lutte contre le terrorisme. L'occupation par l'armée éthiopienne de la Somalie a été coordonnée, encadrée, préparée et soutenue en matière de logistique et de renseignement par l'armée américaine installée à Djibouti et à Dire Dawa en Éthiopie. En Afrique de l'Ouest aussi, les USA avancent à grands pas dans l'établissement de têtes de pont militaires, terrestres, aériennes et navales. Le projet d'intervention rapide Africom, installé à Stuttgart en Allemagne, peine encore à trouver un QG en Afrique, mais pourrait voir le jour en Côte d'Ivoire, pays qui offre beaucoup plus de garanties et de commodités du fait de ses infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières et ferroviaires de base, au dire des services secrets américains. Désormais, l'Empire est donc à même de contrôler militairement tous les continents de notre planète grâce à son dense réseau de milliers de bases militaires estimées à 350 000 hommes de troupes. Commence alors une nouvelle course au contrôle concentrée sur les principales ressources énergétiques africaines, l'uranium et le pétrole, depuis l'est de l'Afrique jusqu'au golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Le Soudan, limité par la mer Rouge à l'est et par le Tchad à l'ouest, est un important producteur de pétrole également convoité. Au total, avec ses 60 milliards de barils de réserves pétrolières avérées et ses grandes quantités d'uranium, l'Afrique subsaharienne est susceptible de devenir une source de l'importation énergétique euro-américaine aussi importante que le Moyen-Orient. Les appétits s'aiguisent. Au nom de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, des forces spéciales américaines sont directement engagées dans une opération militaire avec des pays du Sahel contre le groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC, qui figure sur la liste des organisations terroristes dressées par Washington. Le commandement américain pour l'Europe est dès lors en train de réaliser son désir de développement d'un programme de sécurité côtière dans le golfe de Guinée. Une présence militaire qui devrait lui permettre de contrôler la partie occidentale de la route transafricaine du pétrole et les réserves vitales de pétrole qui y ont été découvertes selon un plan du Pentagone, le ministère américain de la Défense. Ainsi, l'opération Flintlock, opération de mise en route du projet, impliquera en 2005 quelques 10 000 membres des forces spéciales américaines. Le commandement militaire américain pour l'Europe établit désormais des postes d'opération avancés au Sénégal, au Mali, au Ghana, au Gabon et en Namibie, à la frontière avec l'Angola au sud. L'amélioration des pistes aériennes, le stockage de réserves essentielles et de carburant ainsi que des accords avec les gouvernements locaux permettront le déploiement rapide de troupes américaines. Qui est gagnée par une crise interminable, n'échappera certainement pas à cette subtile opération de pillage. Dans le Sahel, les prises d'otages se multiplient. Après la libération de l'otage Pierre Kamat contre de l'argent, Michel Germano a été tué suite à une attaque militaire franco-mauritanienne en territoire malien dans des conditions non encore éclaircies. 7 autres personnes ont été enlevées au Niger et chaque enlèvement a été l'occasion d'un accroissement de la présence militaire française, maintenant doublée d'un appui de troupes d'élite et de la technologie spatiale de surveillance américaine. La prise d'otage d'Arlit au Niger des employés du monopole capitaliste france-africain Areva ne lève-t-il pas un coin de voile sur les dessous cachés de cette affaire ? Le Niger, pays de 14 millions d'habitants avec une superficie d'1 267 000 km², soit environ 2,5 fois la France, fournit 60% de l'énergie consommée en France. Nous avons effectivement signé en janvier une convention minière qui va nous permettre sur 35 ans de développer la plus grosse mine d'uranium d'Afrique, la deuxième plus grosse mine d'uranium au monde, et donc de devenir, ce que nous sommes déjà, mais un des principaux producteurs d'uranium sur le très long terme. Pourtant, 61% de sa population vivent dans la pauvreté la plus extrême, privée de l'accès à la nourriture, à l'eau, aux infrastructures et à l'instruction.
Comme tous les autres peuples d'Afrique, le peuple nigérien a subi dans les années 80 les affres du diktat libéral du FMI et de la Banque mondiale qui l'ont contraint à rembourser une dette inique et à brader toutes les entreprises nationales privatisées après la dévaluation du franc colonial, le CFA, arrimé hier au franc et aujourd'hui à l'euro. Tout comme en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, économiste venu du FMI, initiera en 1990 une vaste opération de privatisation des sociétés d'État, la France arrachera pour la contrepartie d'un franc symbolique de grosses entreprises comme la société de distribution d'eau. L'EECI, l'énergie électrique de Côte d'Ivoire, n'échappera pas à la besace française qui en garde, aujourd'hui encore, le contrôle. L'exploitation, la production et la vente de l'électricité se feront selon les termes d'un contrat signé sous Alassane Ouattara, alors Premier ministre, qui n'offre aucune possibilité de traçabilité. Au Niger, le pillage qu'exerce Areva, société française exerçant dans le domaine de l'exploitation d'uranium, est démasqué et en dit long sur les significations profondes de la France-Afrique. Nous, on est là, bien sûr, parce qu'on a besoin de votre uranium, mais on est là parce qu'on a besoin de partenaires stratégiques. Et le Niger, c'est un partenaire stratégique absolument essentiel pour la France. Le pays produit entre 100 000 et 150 000 tonnes d'uranium au prix moyen de 27 300 francs CFA le kilo, soit 42 €, nettement en dessous du cours mondial moyen qui se fixait à 122 000 francs CFA le kilo, soit 187 €. Sur la base de ces prix moyens et d'une production oscillant entre 100 000 et 150 000 tonnes, la vente de l'uranium du Niger se chiffre alors entre 4,2 milliards et 6,3 milliards d'euros. Si le prix international avait été appliqué, le Niger aurait perçu entre 19 et 28 milliards d'euros. La perte est alors estimée à 22 milliards d'euros, soit 15 000 milliards de francs CFA. Énorme pour un pays qui compte à peine 2 milliards de francs CFA de PIB et dont le modeste budget est généreusement alimenté par l'aide publique au développement pour plus de la moitié. Le cynisme d'Areva va encore plus loin. Les 100% d'électricité, soit 225 millions de kWh, proviennent d'énergies fossiles et sont largement importées du Nigeria voisin. Selon Areva, encore, en 2006, la compagnie n'a atteint que le seuil de 100 000 tonnes d'uranium extrait. Nous apportons de la compétence, de la technologie. Nous apportons également des investissements considérables, énormément d'argent. Dans le montage que nous faisons pour Imouraren, par exemple, l'État du Niger aura un peu plus de 33%, 34%. C'est nous qui finançons sa part. Et ils vont rembourser leur part, effectivement, par l'uranium qu'on va produire. Le gouvernement du Niger a reçu 300 milliards sur un total de 2300 milliards de revenus de vente. Pour en arriver là, il a fallu réprimer et écarter à la veille de l'indépendance, le 3 août 1960, le patriote panafricaniste Djibo Bakary du Rassemblement démocratique africain qui avait le soutien des progressistes Kwame Nkrumah, Sékou Touré et Abdou Moumouni, l'un des fondateurs marxistes-léninistes du Parti africain de l'indépendance. À y regarder de plus près, cette soudaine fièvre de prise d'otage n'est-elle pas tout simplement une véritable stratégie de manipulation des masses qui consiste à créer des problèmes puis offrir des solutions afin que dans le sillage des interventions militaires et impérialistes américaines et françaises en Afrique soit étendue la mainmise des entreprises monopolistes américaines, européennes et françaises sur les matières premières? N'est-ce pas là tout le sens de la nouvelle stratégie néocoloniale france-africaine, eurafricaine et US-africaine? Je réintroduis en Afrique un certain nombre d'acteurs et puis d'autre part le rôle des multinationales aussi. Et donc, et c'est vrai que si on regarde ce qui s'est passé depuis 90, c'est tout à fait impressionnant le nombre de guerres et le nombre de morts. Et donc, ces conflits plus ou moins importants ne sont pas du seul fait des Africains. Et c'est des choses qui ont été encouragées, qui ont été, et donc j'insiste beaucoup sur l'Afrique centrale, où je montre
montre de la mer Rouge à l'Atlantique, tous les conflits qui ont pu être entretenus. Je parle du Sud-Soudan, où depuis 1956, des grandes puissances poussent pour qu'il y ait sécession du Sud-Soudan. Dès 1956, Israël et la Grande-Bretagne ont favorisé les mouvements de rébellion. Et puis je raconte aussi comment les grandes puissances ont encouragé la rébellion de Museveni, comment ensuite Museveni a voulu changer le pouvoir au Rwanda et que ça a été accompagné par la Grande-Bretagne, les États-Unis, Israël. Comment ensuite ont été encouragés les Ougandais, les Rwandais dans l'est du Kivu. Et donc, et en créant des marionnettes, notamment, je pense à Laurent Désiré Kabila, qui s'est retourné ensuite. Et donc, on voit la patte à la fois de grandes puissances et le jeu des multinationales pour essayer de s'approprier des parties du coffre-fort de l'Afrique centrale, du Zaïre, de l'ex-Congo. Donc ce que j'essaie de montrer, c'est en introduisant des acteurs dont on ne parle pas, montrer les jeux compliqués des uns et des autres. Et sur ces batailles, je surajoute l'émergence d'acteurs totalement nouveaux que sont les puissances, les BRIC, les émergents, c'est-à-dire notamment la Chine, mais aussi l'Inde et aussi le Brésil. Et donc, autrement dit, ce que j'essaie de montrer, c'est que la lecture de l'Afrique, elle oblige à beaucoup plus de complexité. En Côte d'Ivoire, vers la fin des années 70, le premier président, Houphouët, déguste sa première coupe de champagne, le sous-sol de son pays, selon des découvertes en sa possession, renfermant du pétrole de meilleure qualité, à faible teneur en soufre, un brut doux fort apprécié par les économies américaines et européennes. Le vieux Houphouët, affectueusement appelé le vieux crocodile, un homme d'État très averti qui connaît les appétits